Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction au microcontrôleur et à Cloud IoT Core. Juste avant de commencer, j'ai deux petites questions à main levée, ça va être très rapide. La première, c'est qui a déjà développé sur un microcontrôleur, même juste un Hello World? Oh merde, putain, vous êtes nombreux. C'est c'est dommage. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trop métal? C'est une intro. Enfin, c'est pas grave. C'est cool. La deuxième question qui est bien plus intéressante, qui a adoré le dernier album de PNL? Putain, je suis très déçu. Très très déçu. Allez, on commence. Un microcontrôleur, c'est quoi? C'est un circuit intégré qui intègre tous les éléments essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a du processeur, il y a de la ROM, de la RAM et des entrées I/O. Donc, une des plateformes de prototypage les plus connues, vous voyez, c'est celle-là, c'est l'Arduino Nano, qui intègre ici un Atmega. Donc, vous voyez le truc noir là, c'est un microcontrôleur qui est un Atmega 328. Ça a 2 kg de RAM. Putain, je tremble. La gravité est trop forte. Ça a 16 MHz, 2 kg de RAM, c'est complètement incroyable. Mais en vrai, on ne peut pas faire grand-chose avec enfin, il n'y a quasiment rien. Et tu as des Chinois, ils sont trop cool les Chinois. Ils ont sorti un moment ça, qui est un ESP8266. Donc ça, l'ESP8266, c'est la plaque qui est en noir. C'est ce microcontrôleur-là, qui est beaucoup plus cool, parce que déjà, vous voyez, là, il y a une antenne. Donc c'est un microcontrôleur qui a le Wi-Fi. Là, il est actuellement il est soudé à une plaque bleue qui s'appelle la Wimos D1 Mini. C'est un microcontrôleur, enfin, c'est une plaque pour le microcontrôleur. Et cette plaque, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Elle apporte un port USB pour flasher le microcontrôleur et pour pouvoir le débugger plus facilement. Et il y a plein d'entrées-sorties. Donc, ce microcontrôleur-là, si vous allez sur AliExpress ou sur n'importe quel site chinois pour en acheter un, ça va vous coûter 3 euros. Et c'est super cool parce qu'en fait, vous pouvez juste dépenser 3 euros et programmer dessus et vous amuser. C'est complètement incroyable. Là-dedans, c'est 80 MHz la fréquence du CPU. Et puis, vous avez 64 kg de RAM. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que l'Arduino. Mais les Chinois, ils ne sont pas arrêtés là. Enfin, ça serait beaucoup trop facile. Ils ont sorti ça, qui est l'ESP32. Donc, ça, c'est l'ESP brut. Et donc, on peut voir encore une fois l'antenne. Fait particulier, là, cette fois, ils se sont dit, OK, Wi-Fi, c'est bien, mais l'antenne, elle fera Wi-Fi et Bluetooth. Et puis, là, ils se sont dit, non, mais on va bombarder ce microcontrôleur. Si vous l'achetez dans le commerce, ça coûte 4 euros. Et puis, il y a un dual-core. C'est complètement la folie. Vous avez 240 MHz, 520 kg de RAM. Et vous voyez là, toutes les entrées-sorties qui sont derrière le microcontrôleur. Si vous voyez en taille réelle, c'est minuscule, hein. Donc vous pouvez juste acheter ça, faire une plaque derrière, souder et faire vos propres composants. Mais c'est un peu relou. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on achète cette carte-là, qui est l'ESP32 Do It DevKit. Cette carte, encore une fois, si vous allez sur des sites cool, hein, vous voyez que c'est 3,55 € avec 71 euros de frais de port. Donc en gros, pour 5 euros, vous avez un dual core. C'est complètement n'importe quoi, enfin, honnêtement. Et c'est trop cool en vrai. Donc ils ne sont pas arrêtés là, vous savez, il y a du dual core, il y a du Bluetooth, et il y a aussi une puce de chiffrement. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser de l'AES, des elliptic curves, du RSA, du SHA-2 et tout, vous avez du hardware intégré qui va vous simplifier et qui va accélérer le chiffrement. C'est fou. Sur ces microcontrôleurs-là, sur le SP32, donc le dernier que vous avez vu, vous pouvez utiliser différents langages pour coder dessus. Vous pouvez utiliser le SDK officiel qui s'appelle le SPIDF et ça se code en C, C++. Alors le problème, c'est que c'est super verbeux, c'est un petit peu relou, mais si vous avez besoin de gérer au maximum les threads et tout, vous pouvez le faire à fond. Le SDK est vraiment bien, mais ça va être un petit peu verbeux. Vous pouvez utiliser du C Arduino. Le C Arduino, c'est un mélange entre le C et le Java. C'est un C qui est un petit peu plus haut niveau, qui est beaucoup plus facile à écrire. Et vous pouvez très bien utiliser du C Arduino pour l'Arduino. À la base, c'est fait pour ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur d'autres microcontrôleurs comme le SP8266 ou le SP32 que vous avez vu. Vous pouvez coder en Python, même en Go, en JavaScript, en Lua. Vous avez l'embarras du choix. Aujourd'hui, on va essayer de faire 2-3 codes en C Arduino parce que ça va nous permettre d'écrire le moins de code possible et avoir un résultat fonctionnel. Et encore une fois, vous pouvez utiliser l'IDE que vous voulez. Soit vous utilisez l'IDE Arduino, qui est fait à la base pour Arduino, mais vous pouvez l'utiliser sur d'autres microcontrôleurs. Soit vous utilisez l'extension Platform.io, qui est une extension pour Visual Studio Code, qui va vous permettre d'avoir un IDE plus poussé.
Mais aujourd'hui, on va rester sur l'IDE Arduino pour faire des choses plutôt simples. Alors, comment ça se passe sur l'IDE Arduino? Est-ce que vous voyez bien même au fond ou pas? Super, merci beaucoup. Donc, généralement, ce que vous faites un fichier nouveau projet. Et vous voyez que vous avez deux méthodes. Une méthode setup qui va être là où vous mettez toutes vos instructions de démarrage, d'initialisation. Et vous avez une méthode loop qui va être une méthode qui sera appelée juste après setup et qui tournera en continu. Si vous voulez, ça ressemble grossièrement à ça. Donc vous avez votre main. La première méthode qui est appelée, c'est le setup. Et dans un while true, vous aurez un loop. C'est ça qui fait le code derrière. Donc c'est vraiment votre setup et votre boucle de loop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Hello World. Donc on va utiliser l'interface série sur 9600 bases, mais ça, c'est pas très important. Et nous, ce qu'on va écrire, c'est un println des familles Salut Devox. Salut Devox France. Donc on sauvegarde. On va vérifier, enfin on va compiler. Pendant ce temps-là, je vais connecter le microcontrôleur. Temps de compilation. C'est relou d'avoir un ordi lent. Ça y est. Et puis on clique sur Upload pour envoyer le tout là-dedans. Donc hop, il va envoyer, vous voyez en bas c'est marqué connexion. Et puis là il commence à écrire le firmware. Donc en gros il a fait un gros binaire qui va déployer sur l'ESP. Donc vous voyez que c'est relativement simple d'écrire du code. Et là maintenant il reset le microcontrôleur. Et si je regarde avec un moniteur série, je peux voir qu'on a du salut Devox à faire qui s'affiche dans la boucle infinie. Donc évidemment, ne faites jamais ça. Vous pouvez faire un delay d'une seconde, ce qui sera beaucoup plus intelligent. Comme ça, vous aurez le Hello World qui s'affiche une fois par seconde. Mais nous, Hello World, c'est bien un moment, mais on veut aller plus loin. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut récupérer des informations sur notre environnement. Donc vous pouvez acheter plein de petites puces comme ça vaut pareil, peut-être 1 €. Et cette puce-là, c'est un BME 280, c'est une puce qui va permettre de capter la température, le taux d'humidité et tout un tas de trucs. Donc quand vous achetez vos puces, vous avez pas mal de connecteurs. Généralement, quand vous achetez votre puce, vous savez vraiment où le connecter. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le premier, c'est VCC, c'est pour l'entrée du courant électrique. Grande, la Terre pour la sortie. Ensuite, on va utiliser ces deux-là, qui sont des composants pour l'I2C. Donc SCL, ça va être la clock, ça va réguler les échanges. Et puis SDA, ça sera la data. Donc c'est une ligne où la data passera. Donc quand vous avez ça, et vous avez votre microcontrôleur, déjà vous vous dites, non mais mec, comment je le branche voilà, parce que vous avez plein d'entrées-sorties, mais vous ne savez pas. Donc vous allez sur Internet, encore une fois, et vous avez votre schéma qui vous dit que en fait, le SCL, il se connecte sur la broche numéro 22, et le SDA, il va se connecter sur la broche 21. Et si vous avez des GPIO, vous pouvez les mettre là, et là, vous voyez MISO, CLK, SSO. C'est plus pour du SPI. Enfin, vous voyez vraiment sur le microcontrôleur où brancher les choses. Donc nous, il faudra qu'on branche un en 3 volts, un en grande, un en SCL, un en SDA. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle Freezing, qui permet de prototyper ce qu'on a envie de faire. Donc en gros, c'est du cliquer-glisser, où vous déposez vos composants sur une fausse plaque de prototypage. Et on peut voir que ici, on a bien connecté le VCC, le fil rouge, sur le 3 volts 3. On a fait pareil pour le grand. Là, on a le SCL, qui est la clock, qui est branchée comme c'était marqué sur le schéma, sur le 22. Et puis, on a le SDA sur le 21. L'avantage d'utiliser Freezing, déjà, c'est que ça fait des schémas super beaux. Donc, si vous voulez vous la péter, c'est un peu mieux que de faire des schémas à la main un petit peu dégueulasses. Mais vous avez aussi une option ici qui est PCB. Ça va vous générer, vous mettez vos composants, ça va vous générer immédiatement un PCB. Un schéma pour un PCB, après, vous pouvez très bien placer vos câbles comme vous voulez, du moment qu'ils ne se touchent pas. Vous cliquez sur Exporter PCB. Ça va vous générer un point zip. Et puis après, vous allez sur un site comme aisler.net où vous uploadez votre point zip et vous payez 3 € par carte et ça va vous générer une carte comme celle-là qui est plutôt stylée.
Donc en gros, vous avez 10 € minimum de commande, donc j'en ai commandé 3 des cartes comme ça. Mais ça, c'est super cool, ça veut dire que pour un budget vraiment minime, vous pouvez avoir votre carte de prototypage et, finalement, vous mettez votre microcontrôleur par-dessus, vous mettez vos capteurs, ensuite vous imprimez en 3D une boîte et ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir un produit fini vous-même pour même pas pour 10 €, quoi. C'est complètement fou. Donc vous pouvez faire votre carte et là on peut voir les fils qui sont les fils tels que je les avais spécifiés sur Freezing. Donc voilà. Donc l'idée c'est que vous voyez là, on a sur Freezing, on a notre breadboard et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà connecté le microcontrôleur de la même façon. Donc là, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. J'ai essayé de respecter le même schéma. Donc j'ai juste placé mes composants sur une plaque de prototypage. J'ai mis mon capteur et j'ai mis les fils aux bonnes broches. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire sur Arduino, c'est qu'on a besoin de récupérer des informations sur cet environnement. Donc on va aller dans Tools, Manage Libraries pour installer la librairie de notre composant. Donc notre composant, c'est BME 280. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui est bien avec l'IDE Arduino, c'est que si vous allez dans Exemple, vous pouvez voir immédiatement un fichier d'exemple qui va vous montrer comment se servir de votre composant. Donc en gros, nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est un include. Je vais simplifier volontairement le code parce que ça, c'est un exemple qui marche en SPI, en I2C, etc. Nous, on n'a que de l'I2C. Donc en gros, vous avez votre include. Vous intégrez, vous créez une instance de votre capteur. Dans la méthode setup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'initialiser. Donc là, on va dire, OK, la méthode begin du capteur. Et puis, si ça ne marche pas, eh ben, on va dire, non, je ne trouve pas ton capteur. Et on va boucler infiniment, ça ne sert à rien de continuer. Ce qu'on peut faire, moi j'ai un capteur un peu particulier. Il se connecte à l'adresse 0x76, donc j'ai juste besoin de la préciser. Mais c'est juste un détail d'implémentation. Et puis, dans votre loop, donc vous allez mettre votre température ici, et vous voyez que vous avez une méthode bme.read température, et on va faire pareil pour l'humidité. Et finalement, et là, on va mettre notre delay de 1 seconde. On sauvegarde, on compile pour être sûr que ça fonctionne. Et puis, on va tester tout ça. Donc, vous voyez que c'est pour un cas relativement simple, c'est-à-dire récupérer des informations sur notre environnement. C'est pas énormément de code à écrire. Donc là, on va essayer de uploader le code qu'on vient d'écrire. Vous voyez que c'est un tout petit peu plus lent qu'avant, puisqu'il y a forcément plus de code. Il y a une import d'une librairie pour le capteur de température. Donc là, il a redémarré. Si je vais dans l'entrée, dans l'interface série, je devrais voir toutes les secondes. Normalement, voilà. Ah, bon, je suis en teubé. J'ai flashé le mauvais microcontrôleur. Donc, on va essayer de faire un hot swap. Est-ce que ça marcherait de faire ça? Alors, ne faites pas ça à la maison, hein, c'est vraiment bête. Ne faites pas ça au travail non plus. Enfin, faites ça nulle part. Allez, on va recommencer. Qu'est-ce que nous dit? Ça fonctionne mieux quand le capteur est connecté. Donc en fait, on a fait le failing test, c'est super. On a fait du TDD. Enfin, non, enfin voilà. Donc là, on a notre température, mais on l'a en local. C'est pas super génial. Nous, ça serait bien de l'uploader sur Internet, toutes nos données de température. Alors, puisque le microcontrôleur, il a une antenne Wi-Fi, c'est super. Vous pouvez très bien écrire du code Arduino qui va faire des requêtes de type HTTP ou MQTT. Sur vos serveurs locaux si vous voulez. Nous, on veut un petit peu plus de sécurité et de scalabilité sans se prendre la tête. Donc, on peut utiliser des services en ligne pour faire ça, comme Azure, Amazon ou Google. Donc, on peut utiliser un service de Google qui s'appelle Google Cloud IoT Core. Google Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui permet de connecter des appareils qui ont un accès à Internet facilement à Google Cloud. Parce que
Ce que vous pouvez faire, c'est, imaginez, vous avez un appareil Android ou un Raspberry Pi, vous pouvez télécharger un client PubSub et communiquer direct avec eux, mais vous ne pourrez pas manager vos devices et ça sera un peu relou. Sur un microcontrôleur comme celui-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir du code qui est écrit, qui est un client spécifique pour PubSub de Google. Donc, qu'est-ce que c'est que Cloud IoT Core? C'est une plateforme où vous avez vos appareils, que ce soit un microcontrôleur, un ordinateur, un téléphone Android, un Raspberry ou autre. Il va communiquer avec une passerelle soit HTTP, soit MQTT. Donc, c'est vraiment standard. Et une fois qu'il communiquera avec cette passerelle-là et qu'il enverra les données dans cette passerelle de Google, Google transférera automatiquement les données dans PubSub. Une fois qu'elles sont dans PubSub, elles sont dans Google Cloud. Donc, vous pouvez très bien utiliser du BigQuery pour persister ces données là-dedans et utiliser du Data Lab ou du Data Studio pour regarder ces données. Donc, comment ça se passe sur la console de Google Cloud? Pour paramétrer un projet Cloud IoT Core, vous allez dans le menu IoT Core et ensuite vous pouvez voir, vous devez créer un registry. Un registry, c'est un ensemble d'appareils. C'est juste un bucket d'appareils, donc c'est quelque part où vous allez manager vos appareils. Donc j'en ai créé un qui s'appelle IoT Core-registry. Ensuite, et vous pouvez voir ici que j'ai activé la passerelle MQTT et HTTP. Dans la vraie vie, utilisez pas trop HTTP, pour du microcontrôleur, c'est pas super optimisé pour ça. Ça marche très bien, mais vous avez encore plus de features possibles et à une consommation moindre avec MQTT pour IoT Core. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre registry et on va créer un appareil. Donc c'est là où on va sécuriser les choses. On va créer quel appareil sera capable de communiquer avec l'IoT Core. Donc moi j'ai un ESP32, donc je vais créer un appareil qui est ESP32. Il va devoir se connecter à Google Cloud de manière sécurisée. Donc il va devoir avoir l'appareil aura nécessairement un combo clé publique, clé privée. Donc on choisit le format de la clé. Je vais utiliser des elliptic curves. Donc comment ça va se passer? La première chose à faire, c'est de générer un combo de clés. Donc, juste OpenSSL pour générer une clé publique et une clé privée. Voilà. OK, donc j'ai généré deux clés, privée et publique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va pas pour communiquer avec Cloud IoT Core, vous allez en fait devoir générer un JSON Web Token. Donc, on va voir comment générer un JSON Web Token. Vous avez votre projet, vous utilisez votre clé privée. Et donc, vous allez créer un token JSON, donc qui commence maintenant, sa date d'expiration, c'est dans 60 minutes. Et puis, son audience, c'est le project ID, donc le project ID Google Cloud. Donc ici, IoT Core Project, qui correspond à notre projet Google Cloud. Donc là, on va chiffrer ce token avec notre clé privée qu'on a générée pour générer un JWT. OK, j'ai généré un JWT. Et là, on va tester manuellement la plateforme IoT Core via l'interface HTTP. Donc, comment ça se passe? On fournit à HTTP, on fournit notre JSON Web Token. Donc là, je vais écrire un message à Salut Devox. On spécifie quel est notre projet Google Cloud, la région, quel est l'identifiant du registry et quel est notre appareil. Et en fait, pour communiquer avec Cloud IoT Core, pour envoyer des données dans Cloud IoT Core avec le bridge HTTP, c'est aussi simple que de faire une requête HTTP de type POST avec notre JSON Web Token dans les headers. Et puis la data, ça sera un JSON avec notre message encodé en base 64 sur l'URL de la gateway IoT Core qui correspond à une URL où il y a spécifié notre project ID, notre région, notre registry et notre device. Donc quand on fait ça, là je vais essayer de query Google Cloud PubSub pour voir si j'ai des données dans PubSub. Normalement, je ne devrais pas en avoir. J'en ai pas. Donc là, je vais lancer le script HTTP. Évidemment, ça va pas fonctionner. Ce serait beaucoup trop cool que ça fonctionne. Enfin, ah ben, c'est normal. J'ai pas créé en fait, j'ai pas créé mon appareil. Je lui ai dit ça, mais je vais pas filer ma clé publique. Donc en fait, je suis interdit d'envoyer des données dans Cloud IoT Core tant que j'ai pas registré mon appareil. Donc en gros, je vais dire OK, mon appareil, voici sa clé. Tous les messages avec cette clé seront autorisés. Donc là, on a créé un ESP32 qui fait partie de notre registry. Donc normalement, si je lance là, avec un peu de chance, ça devrait fonctionner. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et j'en ai vraiment aucune idée de pourquoi. Est-ce qu'on ne recommencerait pas? Allez, on va recommencer, on va tout delete. On va supprimer tout.
Oh là là, je fais n'importe quoi. On va générer un combo de clés. Ok, j'ai mes clés. On va copier la clé publique. Ok, on va créer un device qui est un ESP32. Des elliptiques curves, ça, ok. Je fais mon JSON. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai généré mon JSON Web Token avant que l'appareil soit enregistré dans Cloud.IO Core. Allez, j'espère que c'est ça. Donc, je mets mon JSON Web Token. Hop. Ok, cool. Ça devait être ça. J'avais généré mon... ou n'importe quoi, mais on peut imaginer que c'est ça. Comme ça fait croire que je maîtrise un petit peu la situation. Donc là, si on va dans PubSub, on devrait avoir notre message via l'interface HTTP. Putain, c'est incroyable. Quel talent. Et puis, si on va... Merci beaucoup. Si vous voulez voir pour MQTT, c'est le même délire. C'est-à-dire que vous mettez votre JSON Web Token, vos informations Google Cloud, et puis vous faites... Ici, j'utilise un client Mosquito. Donc, je publie avec mon device ID qui correspond à mon device ID dans Google Cloud IoT Core sur mon bridge MQTT de Google Cloud Platform. Et je vais lui envoyer le message « Salut Devoxx » là-dessus. Je ne vais pas vous montrer parce que ça correspond à la même chose. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que là, c'est un script shell des familles. Je veux dire, là, il n'y a pas encore de notion de microcontrôleur ou autre. Vous faites juste un MQTT ou du HTTP avec un bon JSON Web Token et vous pouvez envoyer vos données dans Cloud IoT Core et ensuite, elles sont immédiatement forwardées dans PubSub. Donc, nous, ce qu'on peut faire maintenant, c'est dans Arduino, eh ben, on peut faire la même chose. Nous, on a un microcontrôleur qui communique avec le Wi-Fi. Donc, il suffit d'avoir un client MQTT dans ce microcontrôleur et puis ensuite d'avoir un moyen de générer des JSON Web Tokens, c'est-à-dire de prendre une clé privée et de créer un JSON Web Token. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un code déjà existant. Ok, et grossièrement, ce que j'ai fait, c'est qu'encore une fois, j'ai installé une librairie qui s'appelle Cloud IoT Core JWT pour Arduino. Ensuite, je vais dans Fichier, Exemple, Cloud IoT Core JWT. J'ai un exemple pour mon ESP8266. Donc, la première chose à faire, c'est de spécifier la clé privée. On ne va pas se tromper comme tout à l'heure, ça serait un peu dommage. Et de compiler ou d'essayer sans avoir mis les bonnes informations. Ok, elle est où ma clé privée? Elle est là. Donc encore une fois, on va récupérer les informations à l'aide d'OpenSSL. Je vais les mettre là. Ok, je sauvegarde et je vais déployer pendant ce temps-là. Donc ça, c'est notre projet. Le projet d'exemple de Cloud IoT Core de JWT pour Arduino. En gros, qu'est-ce que ça fait? Il a besoin d'un client MQTT. Ensuite, dans le setup, vous allez devoir appeler la méthode setup Cloud IoT. Donc vous pouvez voir que j'ai fait pareil. Rappelez-vous, j'avais mon import avec mon BME 280. Et puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter setup Cloud IoT. Qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va déjà se connecter à Internet. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai un fichier où j'ai mis le SSID Wi-Fi et le password. Donc ça va permettre à mon microcontrôleur de se connecter à Internet et de se connecter à MQTT. Ensuite, dans le loop, on va looper sur le client MQTT pour qu'il garde la connexion MQTT. Et si jamais il n'est pas connecté avec MQTT, on va se reconnecter. C'est du boilerplate, c'est juste pour vous dire, OK, on a besoin d'un client MQTT qui fonctionne. Et ce que je vais faire, c'est que toutes les 5 secondes, je vais prendre mes données que j'avais tout à l'heure. Rappelez-vous, BME.read température et BME.read humidity. Et je les ai juste mis dans un JSON parce que c'est beaucoup plus joli. Je vais les imprimer sur le série. Et puis, je vais appeler la méthode publish télémétrie. Qu'est-ce que va faire cette méthode-là? Elle va prendre notre client MQTT et elle va faire comme ce qu'on a vu avec Mosquito tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va prendre notre message et elle va le publier dans MQTT, qui a bien été configuré grâce à la librairie qu'on a importée. Donc là, c'est en train de compiler. Vous voyez de déployer, vous voyez que c'est encore plus long, parce que là, il y a, dans le microcontrôleur, il y a un client MQTT, il y a une connexion Wi-Fi, il y a tout ce qui est nécessaire pour communiquer avec le capteur. Donc là, on commence à mettre des trucs sympas dans le microcontrôleur. Et ce qu'on va faire, c'est une fois que c'est déployé, on va ouvrir un interface série
pour voir si déjà il m'affiche bien le payload ou si, encore une fois, je ne me suis pas trompé de microcontrôleur. J'espère que ça risque pas, ce serait dommage. Donc, on prend un moniteur série. Évidemment, je ne suis pas autorisé, ce serait beaucoup trop cool. Oh là là. Est-ce que vous avez déjà vu une live démo qui fonctionne bien? Le problème, c'est que j'ai pas le temps de recommencer parce que notre temps est cher. Donc là, c'est vraiment, je suis désespéré, je débranche, je rebranche, et j'espère. Et incroyable. Donc la température qui s'affiche toutes les 5 secondes. Donc là, est-ce qu'elle est dans PubSub? Donc on va aller dans, on va query PubSub comme tout à l'heure. Et puis, on voit que nos températures, elles sont dans Cloudatics Core. C'est cool. Donc maintenant qu'elles sont dans Google Cloud, nos données de température, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déployer par exemple un projet Firebase, une Cloud Function qui récupère toutes les informations depuis PubSub et les sauvegarde dans une base Firebase. Comme ça, on utilise vraiment Google Cloud Platform. On peut faire sans, mais c'est pas plus mal avec. Donc là, notre appareil ESP32, vous voyez qu'il a des événements. Et normalement, il y a des événements qui sont ajoutés une fois toutes les 5 secondes qui correspondent à notre température, notre humidité. Donc j'ai une Cloud Function qui prend ces données envoyées par le microcontrôleur, qui les persiste dans un Firebase. Puisque c'est persisté dans Firebase, je peux très bien, depuis Firebase Hosting, déployer un site statique qui ferait une requête de Firebase, et qui l'afficherait dans un plotly, dans un graphique. Donc là, j'ai déployé un projet statique dans Firebase qui m'affiche les données de température. Alors, on va le faire pour la science, c'est dégueulasse, mais si je souffle sur mon microcontrôleur, ça devrait généralement augmenter. J'ai plus de souffle. OK. Donc vous voyez, nos données, elles sont dans Cloudatics Core, c'est cool, ça marche bien. Moi, je suis un peu deg quand je vais sur Instagram parce qu'il y a toujours des nanas ou des mecs super beaux qui se la pètent dans la plage. Salut, regardez, il fait 27 degrés. Et ils ont un filtre qui affiche la température actuelle. C'est complètement fou. Je trouve ça incroyable. Du coup, pourquoi, puisque nos données sont dans Cloudatics Core, pourquoi on ne ferait pas pareil? Du coup, j'ai des lunettes de soleil. Et elles sont connectées à Cloudatics Core puisqu'elles sont dans Firebase. Donc là, actuellement, il fait 24 degrés 8. Mais si je souffle... voilà, ça devrait augmenter à 27 normalement. 26,5. Putain, ça marche pas mal. Et là, j'ai même plus besoin d'avoir des fils quoi, sur Insta. Et vous avez vu aujourd'hui, je suis un peu stressé parce que avant de commencer, j'ai une démo qui a foiré. Mais on va voir au cas où ça va marcher. Ce que j'ai fait, c'est, vous voyez l'Internet of Things, c'est l'Internet des objets. Les humains, certains humains ont une humanité, mais grossièrement, on est des objets. Pourquoi on ne se connecterait pas à notre propre corps dans le Cloudatics Core et qu'on n'enverrait pas nos données cardiaques en permanence? Et pourquoi nos données cardiaques, elles ne pourraient pas être envoyées de la même façon via PubSub en temps réel dans le Cloudatics Core? Et ensuite, sur Kubernetes, on peut très bien avoir un service de type InfluxDB, une base de données temporelle qui sauvegarderait nos battements de cœur en permanence, et puis un Grafana qui pourrait les afficher. Donc ça risque malheureusement de ne pas marcher, mais parce qu'on a des problèmes de... J'ai vu quelques problèmes de Bluetooth, mais grossièrement, j'avais mon dashboard Grafana, et puis là, en fait, mon corps il est connecté au cloud d'IoT. On peut voir que normalement, je suis à 70 battements de cœur par minute. Mais là, ces dernières 30 minutes, elles ont été intenses. Et je suis monté à 124 battements de cœur par minute. C'est avec un petit... c'est juste un petit capteur pour les sportifs. Moi, je ne suis absolument pas sportif, ça se voit avec mon rythme cardiaque. Mais ça fonctionne très bien. Cloudatics Core, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet, depuis n'importe quel appareil, d'envoyer des données dans Google Cloud. Et puis, c'est plutôt cool parce que vraiment, vous n'avez pas de trucs propriétaires. C'est des standards de l'industrie, c'est du HTTP, du MQTT. Vous faites vos propres appareils. Vous pouvez, même des microcontrôleurs. En l'occurrence, pour mes battements de cœur, j'ai triché un peu, j'ai mis un Raspberry Pi parce que j'avais pas spécialement de temps à perdre pour une démo de 2 secondes qui risquait de ne pas marcher. Mais là, c'est un client Python qui se connecte à Cloudatics Core avec un JSON token des familles. Donc voilà, vous envoyez vos données dans Cloudatics Core via la passerelle HTTP MQTT. Ensuite, elles sont automatiquement forwardées dans Google PubSub. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez plus d'informations, vous avez Twitter
pour tout savoir sur... Enfin, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas là-dessus. Vous avez ce site-là où il y a les projets que je vous ai montrés, 2-3, qui sont écrits si vous voulez en savoir plus sur Cloud IoT Core. Merci pour votre attention. Voilà.